De fait, allons voir, la région de Kharkiv dont on vous parle beaucoup, la situation est dramatique quand on voit les images. Images compilées, vérifiées et commentées par Nancy Rice. Regardez. C'est un feu nourri. En face des gardes-frontières, les forces russes. C'est le tout début de l'offensive de Kharkiv qui démarre. Premiers affrontements sans relâche. On entend des Russes qui crient dans la forêt. Des Russes qui appellent à la reddition. Les soldats ukrainiens que l'on voit rechargent leurs armes, demandent des munitions. Autre secteur, cette fois, le plan est plus large et les bombardements encore plus violents. Un rythme régulier, toutes les 3-4 secondes. Les combats font donc rage dans cette zone grise, cette nouvelle ligne de front, près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui avance dans plusieurs secteurs. 5 bataillons seraient à l'œuvre, des attaques par vagues, une intensification depuis ce week-end. Les Russes seraient aux portes de Vovchansk, mais les forces ukrainiennes disent toujours contrôler cette localité. La ville de Lovchansk est aujourd'hui sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. La situation est stable et sous contrôle, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Croyez en les forces armées ukrainiennes, gloire aux forces armées ukrainiennes, gloire aux forces armées, gloire aux héros, merci à tous et gloire à l'Ukraine. On retrouve ces mêmes soldats qui procèdent à l'évacuation. La police, les services d'urgence et des volontaires frappent aux portes. Maison par maison, pour la deuxième fois depuis le début de l'invasion russe, les habitants doivent partir, dans la précipitation, sous les bombardements, et ce sont souvent des personnes âgées, désorientées. C'est impossible de parler sans pleurer, j'ai le cœur lourd. C'est l'incertitude à notre âge, quand on doit tout quitter et qu'on ne sait pas où on va. Ces 3 derniers jours, il y avait des bombes, des bombardements sans fin, des grenades, de l'artillerie, des mortiers. On n'arrivait même plus à faire la différence tellement ça tombait. On a dû tout quitter. Les civils souffrent au milieu de tout ça. Et les Russes s'en fichent. 6000 personnes évacuées dans la région. Une dizaine de villages ont été repris par les Russes qui pratiquent la politique de la terre brûlée, selon les autorités ukrainiennes sur place. Voilà, ce sujet incroyable de Nancy Rice dans lequel on apprend beaucoup de choses et dans lequel il y a un certain nombre de vos images, Charline et Charlotte. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Kharkiv et je sais que pendant qu'on diffusait le sujet, vous entendez vous-même des bombardements pas très loin de vous. Alors déjà, je voudrais quand même que vous soyez en sécurité, mais ça vous savez faire. Je vais vous faire confiance là-dessus. C'est non-stop en fait, hein. Exactement, en l'espace de 5-10 minutes, là, on a eu 3 bombardements qui sont quand même assez proches dans la ville. On pense qu'ils sont très franchement dans le centre-ville. Et puis, en l'espace de 2 heures, en fait, on monte à 6 bombardements. Donc, c'est ce qu'on n'avait pas forcément vu les jours d'avant. Alors, forcément, ça interroge. Et c'est aussi lié avec la situation qu'il y a un peu plus au nord de la ville de Kharkiv, avec ces combats extrêmement violents. Nous étions tout à l'heure dans la direction de Vovchansk, où là on entend l'activité du front qui est extrêmement intense, on entend l'aviation, on voit les hélicoptères aussi qui se dirigent vers le front, et puis ces soldats qui revenaient tout juste de la ligne zéro et qui nous disent on parvient parfois à les arrêter, mais il y a des infiltrations russes par petits groupes d'hommes qui tentent de casser nos défenses, donc forcément une situation extrêmement tendue, compliquée dans la ville de Kharkiv. Oui, bien entendu, on imagine effectivement, je vous vois vérifier. Allez vous mettre à l'abri quand même, je pense que ça... Voilà, et puis si vous avez des choses à nous raconter, vous nous rappelez évidemment. Non, allez-y Charline.
Non, c'est peut-être la scène qu'on vient d'avoir. Vous voyez, il y a les employés qui continuent à travailler ici même dans la ville de Kharkiv, tout juste après des bombardements assez proches. C'est peut-être aussi un des marqueurs de ce qu'il se passe à Kharkiv, des personnes qui continuent à se balader, qui lèvent la tête lorsqu'il y a des bombardements. Mais c'est aussi un acte de résistance de leur part, c'est ce qu'ils nous disent, de pouvoir continuer une vie normale quand bien même les forces russes se rapprochent de la ville de Kharkiv. Mais bien sûr, et c'est vrai que vous nous le racontez à chaque fois, et cette fameuse politique du bombardement intense qui n'est a priori pas fait pour prendre la ville, mais qui est fait pour faire fuir, effectivement, acte de résistance. Merci beaucoup, bravo à toutes les deux, bravo pour tout ce que vous nous produisez, parce que c'est évidemment fondamental, et ça fait partie des images qui ont fait réagir d'ailleurs, sans aucun doute aussi, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a appelé Volodymyr Zelensky aujourd'hui. On va regarder ce qu'ils se sont dit, enfin en tout cas dans ces cas-là, on publie un communiqué, vous allez nous raconter, nos deux journalistes politiques sur le plateau, comment on fait, on étudie tous les mots employés. Le chef de l'État, justement, condamne l'intensification des frappes russes en Ukraine, notamment sur les infrastructures énergétiques. Ainsi que l'offensive en cours, l'offensive que Charline et Charlotte nous racontent tous les jours. Il réitère la détermination de la France à apporter tout le soutien nécessaire dans la durée avec l'ensemble des partenaires pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie. Il a détaillé, ça c'est important, les livraisons des prochains jours et des prochaines semaines en soutien de l'effort militaire ukrainien. Gallagher, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est à l'initiative de la France ou pas ? À la limite, peu importe, mais on voit bien que ces fameuses lignes rouges, alors soit que la Russie nous avait imposé, soit que l'OTAN s'est imposée à elle-même, alors sont-elles en train de bouger ? En tout cas, elles doivent bouger. Il y a une prise de conscience là. Ouais, il faut rappeler les deux facteurs qui sont nommés de manière très explicite par Emmanuel Macron. La première, c'est si les Russes venaient à percer, toute l'ambiguïté que constitue qui est inhérente à cette formule, et si les Ukrainiens venaient à nous le demander. Donc, est-ce que la première condition est remplie ? Est-ce que les Russes sont en train de percer ? Moi, je pose la question. Je pense que chacune peut se faire une idée à ces sujets sur ce que constitue une percée. Pour l'instant, les Ukrainiens, en tous les cas, moi je n'ai entendu aucun officiel, ni même d'ailleurs d'Ukrainiens ou d'Ukrainiennes qui viennent sur ce plateau d'en faire la demande explicitement. En revanche, toutes et tous demandent des armes et maintenant. Et plus particulièrement de la défense antiaérienne, précisément pour pouvoir défendre des villes comme Kharkiv qui sont battues par les feux russes. Juste une toute petite chose, c'est qu'il faut toujours revenir à cette carte, voir la grande proximité, l'immense menace que constitue la proximité, bravo à la régie, entre ce centre urbain Kharkiv, deuxième ville du pays. On est à quoi ? 30 km de la frontière russe. Là, ça se joue sur des kilomètres. C'est-à-dire que les Russes, s'ils avancent, vous voyez les petits, ça se bat férocement de ce côté-là, vous commencez à être quand même sérieusement à portée d'artillerie russe, sans qu'ils déploient des systèmes hyper puissants. Avec l'intention, en fait, si on comprend en général, l'idée, ça serait pas forcément d'aller dans l'enfer de Kharkiv, parce on a vu Mariupol, comme ça avait été long, destructeur, atroce pour une ville qui est quand même beaucoup plus petite que Kharkiv. Mais s'il l'encercle, qu'il l'étouffe, qu'il l'assèche, les gens partiront, non ? Oui, théoriquement, ce que vous dites est vrai. On n'en est pas encore là. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une offensive réelle, mais c'est pas une offensive massive avec des dizaines de milliers d'hommes. Pour l'instant, on voit des zones qui étaient relativement peu défendues par les Ukrainiens. Les Ukrainiens n'ont pas choisi de faire ce qu'on appelle une défense à la frontière. Et d'ailleurs, les principales lignes de fortification, si on peut remontrer à nouveau la carte, la régie, c'est à hauteur de Lipsi et puis au sud de Vovchansk, à une quinzaine de kilomètres. Donc c'est un peu en arrière de la ligne de front actuelle. Ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe en ce moment n'est pas significatif. Mais pour reprendre ce que dit Gallagher, aujourd'hui, nous, analystes militaires, on est très prudents sur la notion de percer. Nous nous posons encore la question, est-ce qu'il s'agit juste d'établir une zone tampon ? Probablement, au moins ça, oui. Est-ce qu'il s'agit de divertir les efforts ukrainiens ? Très possiblement. Est-ce qu'il s'agit, et ça c'est une hypothèse qui est à mon avis plus à la portée des Russes, d'essayer de faire la diagonale entre Vovchansk et Kupiansk, qui est le point d'effort actuel aussi des Russes sur le front traditionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on est tous en train d'observer. Dernière chose sur la carte, il commence à y avoir des activités
complètement à l'ouest, en face de Soumy. Oui. Et on commence à avoir un peu d'activité d'artillerie. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un élargissement ? S'il y a un élargissement, là, on se posera d'autres questions. Kharkiv, pour l'instant, pas à court terme.